Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette tribune spéciale. Ce soir, nous parlons de l'impact réel de l'électrification rurale sur la vie des populations et nous examinerons aussi les sources d'énergie disponibles pour y parvenir. Et pour en parler, nous recevons Brel Itoa, ingénieur en électricité, et Rufin Kinanga, entrepreneur agricole. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Que doit-on comprendre? Bonsoir messieurs et bienvenue sur le plateau de Télécamtia. Bonsoir, Madame Gabriel. Bonsoir, chère madame. La tribune spéciale, c'est maintenant. Messieurs, avant d'aborder le thème de ce soir, enjeux et défis de l'électrification rurale, parlons un peu de l'actualité. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a mis en service le 15 juillet dernier la ligne électrique Kinkala-Lumié-Boko dans le pôle. Et ce vendredi du 7 juillet, c'est au tour de Moussaka, chef-lieu du Congo-Bangui, d'être officiellement raccordé au réseau électrique national. Quelle est votre appréciation sur les deux mises en service? Je commence avec vous, monsieur Brel. Merci, Madame Gabriel. Alors, ça ne peut qu'être qu'un plaisir de savoir que des localités comme Boko, qui sont restées depuis tout ce temps en marge de l'électrification du pays, se voient aujourd'hui être raccordées pour le grand bonheur des populations. Et aussi Mosaka parce que le réseau national s'arrêtait à Oyo. Et aujourd'hui, les populations de Mosaka ont accès à l'électricité. Donc, nos impressions ne peuvent qu'être que bonnes. Et dans ce cadre d'électrification rurale, nous plaidons pour que cette démarche s'étende sur d'autres localités. Une appréciation que vous partagez également, monsieur Kinanga? Merci, Madame Gabriel. Oui, dans ce pays-là, c'est rare d'écouter toujours des bonnes informations. Et quand une information comme ça, vraiment, je suis très ravi et je remercie le président de la République avec son équipe pour cette bonne initiative. Et comme tout à l'heure a dit mon frère, par exemple, moi, je plaide un peu aussi pour d'autres départements. Par exemple, le département du Niari, un grand département du Niari. Il n'y a qu'une seule ville, localité qui a l'électricité, c'est Dolezi. Et pourtant, l'électricité est passée au milieu je peux dire presque au milieu du département du Niari. Donc, vous avez que Dolezi. D'autres communes rurales comme Moussenjo, Lovaku, Makabana, bref, Kibangu, ils sont pas connectés sur le réseau électrique. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, la population du département du Pôle, ils ont vraiment cette chance-là. Et vraiment, si on pouvait élargir, par exemple, dans d'autres départements, vraiment, ça ferait vraiment très, 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 très plaisir. Un cri de cœur, monsieur Kinanga, qu'on espère bien que les autorités prendront cela en compte. Je reste avec vous. Aujourd'hui, ces localités auront en permanence l'électricité. Qu'est-ce qui change? Bien, qu'est-ce qui va changer dans leur quotidien? L'électricité au milieu rural, c'est primordial pour essayer de contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Et beaucoup de choses vont changer. Par exemple, dans le domaine de l'élevage, les gens peuvent directement conserver leur vaccin et monter des petites unités comment on appelle ça, de valorisation, par exemple, des ingrédients locaux en alimentation animale. Donc, dans le domaine d'élevage, ça va beaucoup changer. Et bon, dans le domaine agricole, c'est encore un combat parce que dans notre pays, je parle seulement dans notre pays, il n'y a aucune chambre froide positive pour la conservation des légumes et de fruits. Ça n'existe pas dans notre pays. Dans un pays où on parle tous les jours de l'agriculture, nous n'avons même pas une chambre froide positive. Voilà. Donc, dans le domaine de l'élevage, vraiment, ça va beaucoup booster. Mais dans le domaine de la production végétale, il y a encore beaucoup de choses à faire. Des choses que nous allons essayer de développer tout au long de notre échange, monsieur Kinanga. Je vais avec vous, monsieur Brel. La ligne de Boko fonctionne en 30 kV quand celle de Mosaka fait 100 km sur 110 kV. J'espère que je pose bien les mots. Posées en zone inondable, est-ce que ces installations sont suffisantes pour alimenter ces localités durablement dans les années à venir? Bon, bien entendu, dans l'un des cas.
Il faut dire que dans le cadre de la Ligue Kinkala-Boko, c'est une aubaine puisque le réseau national passait par Mindouli. Donc Kinkala était alimenté par Mindouli. Et donc c'est dans la continuité qu'une ligne a été tirée vers Boko. Elle est alimentée en 30 kV tout simplement parce qu'elle est prise à Kinkala et Kinkala est déjà en 30 kV. Nous sous-entendons que même pour les années à venir, même s'il y a accroissement de la charge par là, avec peut-être des unités de production ainsi de suite, étant donné que la source Mindouli n'est pas très éloignée, c'est largement suffisant. Et du côté de Moussaka, également, puisque par là-bas, le réseau en 110 kV, pris depuis Oyo, c'est même d'ailleurs un succès d'avoir traversé Navazère. Et donc, pour l'instant, puisqu'il n'a aucune activité économique à Moussaka, les 110 kV et les transferts installés ne seront pas utilisés à pleine puissance, mais on espère que ce soit fait pour les années à venir et que l'activité suive. Sinon, ce serait, au vu du coût des travaux, c'est un investissement. Et donc, il faudrait bien que les activités agricoles, la transformation, suivent le pas, emboîtent le bas, pour rattraper l'investissement qui a été consenti. Monsieur, ce soir, nous parlons de l'impact réel de l'électrification. Rufai Kinanga, vous êtes entrepreneur agricole. L'électrification appelle à la transformation agricole. Comment cela peut-il vous être bénéfique? Ok, c'est une très belle question. D'abord, c'est vrai que je suis un entrepreneur agricole, mais vivant au milieu rural, donc je vis au village. Vous côtoyez le village? donc je vis au village. C'est une très belle, c'est un atout pour le développement. Comme je le dis toujours, dans notre pays, nous sommes au Congo, c'est parmi les pays les plus urbanisés de l'Afrique. Je crois que plus de 70% de la population vit, comment on appelle ça, en ville. Et avec l'électricité, je crois qu'avec des activités, des initiatives qui vont suivre avec la connexion électrique, je crois que peut-être on va essayer de diminuer l'exode rural. Ça va contribuer à diminuer l'exode rural. Parce que si vous avez l'électricité dans les villages, vous pouvez mener plusieurs activités. Moi, je vous donne juste un exemple. Par exemple, dans le village où je suis, c'est à 25 km de Kinkala. Il n'y a pas d'électricité. Donc, les gens sont souvent sous-informés parce qu'ils n'ont pas l'électricité. Donc, pour charger le téléphone, il faut venir à Kinkala ou le truc de solaire. Et il y a un problème de malnutrition, ça je peux le dire, parce que dans notre pays, comme on n'a pas assez de production, ce que nous consommons, ça vient plus de l'étranger, et puis c'est des produits congelés. Donc, il faut aller à Kinkala. Donc, aujourd'hui, dans nos villages, les gens qui vivent dans nos villages, ils ont, comment je peux dire ça, la vie est plus chère en milieu rural actuellement qu'en milieu urbain. Donc, ça devait être le contraire. D'accord. Voilà. Vous êtes dans la transformation agricole, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes entrepreneur, vous êtes en contact permanent avec le sol aujourd'hui. Dites-nous un peu, Rufai Kinanga, dans quoi vous entreprenez concrètement? Bon, l'entreprise Eco-Ferme d'Inkamo, c'est une entreprise de la production des services agricoles. Donc, nous sommes basés sur les 3 piliers. Donc, nous avons le social parce que c'est une entreprise sociale. Malheureusement, on n'a pas encore de statut des entreprises sociales au Congo, mais la vision, c'est une entreprise sociale. Donc, nous sommes dans la production, donc élevage, production végétale, transformation. Nous sommes, par exemple, dans le social. Donc, la formation, la location des machines agricoles à petite échelle, à moindre coût. Par exemple, au lieu d'utiliser là où vous pouvez venir peut-être emprunter motoculteur. Non, tracteur, ça c'est encore donc, motoculteur. Peut-être si vous voulez faire votre fumier, vous pouvez venir prendre de chez nous un broyeur végétaux. Voilà. Et puis dans le cadre social, en dehors de la formation que nous avons dans le cadre social, il y a aussi plusieurs services. Donc, comme je disais, donc l'entreprise, c'est une entreprise agricole qui est basée sur les 3 piliers. Donc, le social, la protection de l'environnement. Par exemple, chez nous, nous utilisons plus, nous valorisons, par exemple, sur les produits chimiques, nous valorisons plus nos ressources locales en bien entrant.
Voilà, donc nous protégeons un peu notre environnement et nous produisons aussi les semences reproductibles, hein, les semences paysannes reproductibles, parce que nous, ça aussi c'est un grand problème au niveau local. On a nos semences sont presque devenues des espèces en voie de disparition. Voilà. Si je comprends par là, vous êtes beaucoup plus dans le bio. Est-ce que avec l'avenue de l'électricité, cela va vous permettre de bien conserver vos produits? Ouais, c'est ce que je disais. En termes de semences. C'est ce que je disais tout à l'heure là. Nous avons un grand problème dans notre pays. Je sais pas. On parle beaucoup de l'agriculture dans notre pays, mais au lieu de commencer avec l'essentiel, on préfère commencer avec de grands projets. Et malheureusement, il n'y a pas ni la consolidation, ni le suivi dans ces grands projets-là. Or, nous devons commencer d'abord avec ce que je peux dire en français facile, avec l'essentiel. Par exemple, je parlais tout à l'heure de chambres froides positives. Regardez au marché total, c'est un grand centre, là où il y a les fruits et légumes. Il n'y a même pas une chambre froide positive. Et quand vous arrivez dans d'autres pays comme au Kenya, vous allez croiser dans chaque village des chambres froides. Nous avons un problème de post-récolte dans notre pays. Et je peux même estimer à peu près à 40%. Derrière moi, nous avons suivi ce qui s'est passé dans notre foire. C'est une bonne initiative du ministre de l'Agriculture, mais il y a eu beaucoup de pertes. Parce que dans ce foire-là, il n'y avait même pas une chambre froide positive. Il n'y avait pas une conservation? Il n'y en avait pas une conservation. Donc, voilà. Monsieur Guinanga, l'électricité change le mode de vie, vous l'avez dit, tant sur le plan social qu'économique. Sur le plan social, est-ce que cela peut générer des emplois? Oui. Par exemple, chez moi, actuellement, j'ai 4 emplois parce que je dépense beaucoup. Par exemple, il y a le carburant. Bon, avec le solaire, je ne peux pas utiliser, j'ai une grande unité de production d'aliments là-bas. Je ne peux pas utiliser le solaire parce que j'ai pas assez de moyens pour avoir une puissance peut-être de 6 ou 7 kVA avec le solaire. Donc, je préfère travailler peut-être avec une personne. Mais si j'ai l'électricité, donc les économies, l'argent que je devais dépenser pour le carburant et tout, je peux encore recruter. Voilà, ça c'est juste un exemple, comme on dit chez nous, terre à terre. Mais sinon, l'électricité peut créer beaucoup d'emplois. Il y a des gens qui peuvent monter des vulgarisations pour les trucs qu'on arrange des pneus là, comment on appelle ça. Le nom m'échappe lentement là. Donc, voyez, ils peuvent monter comme ça, des chambres froides, comme je disais, pour vendre un peu le produit. Les cabines téléphoniques pour charger les téléphones. Donc, beaucoup des emplois sont derrière l'électricité, surtout au milieu rural. Un mot là-dessus, monsieur? Oui, naturellement, l'électricité permet aussi le déploiement des initiatives personnelles. Dans ces localités-là, sont beaucoup habitées par des jeunes et donc ils peuvent créer des emplois, un peu comme des métiers peuvent se voir être créés, comme des métiers de soudure, tout ce qui a trait à l'électricité. Et donc, comme a dit Monsieur Kinanga, c'est aussi un facteur de réduction de l'exode rural. Vu que les jeunes viennent tout le temps en ville, ils peuvent prendre des initiatives avec l'arrivée de l'électricité. Donc, voilà. On parle aujourd'hui avec l'arrivée de l'électricité dans ces localités-là, on parle de l'emploi, la création des emplois. Est-ce que l'impact se fera sentir immédiatement ou il faudra-t-il attendre des mois, voire même des années? Ben, à mon humble avis, il faudrait attendre des années parce que ce n'est pas immédiat. Il y a des localités qui ont déjà eu l'électricité comme par exemple dans la Sangha, au Muyonji par exemple, qui a l'électricité depuis la création du barrage de Mukukulu. Mais au-delà des initiatives des populations locales, il faudrait bien que l'État pense à aller implanter dans ces localités quelques activités pour permettre aussi à ces jeunes de pouvoir emboîter le pas. Parce que s'il faut que ce soit les jeunes qui se démarquent tout seuls, ce n'est pas très évident. C'est vrai que l'électricité est là à leur disposition, mais il faudrait également des ressources. Aujourd'hui, c'est bien avec l'électricité. Il peut y avoir des centres de santé qui peuvent être créés. Il peut y avoir la conservation des produits pharmaceutiques, ainsi de suite. Il y a l'avènement d'Internet. Et donc, c'est déjà là une opportunité qui leur est donnée, mais il faudrait que l'État aussi accompagne. On parle beaucoup d'agriculture, comme a dit M. Kinanga, mais s'il n'y a pas d'unité de transformation, je pense pas que l'agriculture servira à grand chose. Parce que l'agriculture de nos jours, l'enjeu est de transformer. Et transformer en milieu rural, c'est idéal parce qu'on n'a plus besoin de transporter vers
les centres urbains, la transformation peut se faire localement aujourd'hui avec l'électricité. Donc, voilà. Tout à l'heure, vous avez souligné un mot dans le domaine de la santé avec l'électrification dans ces zones rurales. Ça vient soulager tant soit peu ces aides-soignants qui prennent en charge des malades. Et aujourd'hui, il y aura aussi des élèves, voire même le corps enseignant, qui pourront aujourd'hui travailler tardivement, puisqu'il y aura plus, on espère, il y aura plus des coupures, ils seront plus en manque d'électricité. Est-ce que cela viendra booster en quelque sorte ces secteurs? Oui, bien évidemment. Déjà, il faut dire que la médecine moderne aujourd'hui fait intervenir des équipements électriques, ce qu'on ne pouvait pas déployer avant, faute d'électricité. Maintenant, peut être possible. Et donc, naturellement, ça va booster. Et puis, comme vous l'avez dit, les médecins peuvent travailler tardivement, les élèves peuvent faire des recherches. Donc, on peut être en milieu rural comme en ville, avoir accès à des recherches sur Internet, ainsi de suite. Donc, c'est naturellement un booster. L'électricité, c'est un booster au 21e siècle. C'est un prérequis. Il faut le dire même comme ça au développement. Est-ce que aujourd'hui les enfants qui vivent dans ces milieux-là, on parlera des villages. Est-ce qu'aujourd'hui il y aura plus un complexe d'infériorité en ceux de la ville et du village, Monsieur Kinanga? Je reviens sur la création d'emplois avant d'entamer. Vous savez, c'est un problème juste de la volonté politique. Il s'agit de la volonté politique. Pourquoi vous insistez sur la volonté politique? Je vous donne juste un exemple. En 2005, même si peut-être je suis en train de trop exagérer, l'initiative des taxis motos a créé plus d'emplois que l'État congolais. D'accord. Voilà, déjà, dans nos villages, moi je parle souvent des villages, dans nos villages, vous verrez toujours dans chaque village, il y a toujours 3, 4, 5 taxis motos. Mais or, dans ce village-là, il n'y a pas des emplois. Moi, je vous donne juste un exemple. Là, je commence juste de Kinkala. Quand vous quittez Kinkala jusqu'à l'OTT, vous avez le district d'Emindouli. Je crois que c'est parmi les districts les plus peuplés du Congo. Mais je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui emploie, sont peut-être plus de 25 ou 30 personnes. Mais vous avez plus de taxis-motos dans ces localités. Donc, il s'agit juste, comme je disais, il s'agit juste de la volonté politique. Même si c'est une bonne initiative, mais que ça soit ces petits, mais avec de la volonté politique, ça va directement créer beaucoup des impacts. Moi, j'ai choisi, malgré les atouts que j'ai choisi de rester au village parce que pour moi, ma vision, c'est juste pour essayer de créer un peu de modèle de réussite en milieu rural. En faisant comment? Déjà, je vous donne un exemple. Peut-être moi, je suis venu dans le pool parce que dans le pool, c'est un terrain qui était laissé par papa. Mon père, bref. Donc, c'est un terrain qui était laissé par papa. Malheureusement, il n'était pas du pool, mais il avait laissé un terrain parce qu'il fréquentait beaucoup le pool. Voilà, ce département, parce qu'il était catholique et tout ça, bref. Donc, au moment là où j'arrive dans le village là où je suis, 3 années passées, il n'y avait même pas un enfant qui pouvait avoir son CEP. Voilà. Donc, 3 années. Pas d'admis au CEP. Et quand j'arrive là, c'est le premier problème que je constate. Et quand j'essaie de causer avec ces enfants, bon, tu sais, eux sur le village n'ont jamais vu peut-être quelqu'un qui arrive avec une belle voiture, quelqu'un qui montre que l'école c'est bon. Donc le matin quand on se réveille, quand tu finis directement, il doit suivre maman au champ. Donc il n'y a même pas modèle ensuite. Et quand je suis venu installer, j'ai commencé à prendre parfois les enfants le dimanche. On vient parfois à Kinkala, parfois ils viennent chez moi. J'ai de solaire, on regarde à la télé et tout ça. Je commençais à parler des enfants. Moi aussi je suis comme ça parce que je sais lire, écrire, tout motiver un peu des enfants. Et je vous assure, ces dernières années-là, il y a que 100% dans le village. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc quand ça, pour revenir à votre question, oui, ça, quand vous avez l'électricité, quand vous avez des atouts, le complexe là va diminuer. Le complexe là va diminuer. Ouais. L'installation de ces équipements, Monsieur Itoa, énergétiques, représente-t-elle un coût important pour l'État? Oui, naturellement, surtout que le recouvrement ne suit pas, donc c'est à caractère social, bien entendu. Quand vous construisez une ligne 110 kV pour une charge moins d'1 méga, ça veut dire que
en réalité, ce sont des ménages. Mais ça veut dire que l'État ne recouvre pas cet investissement. Donc, c'est un investissement qui est fait à caractère social pour désengorger en quelque sorte la localité. C'est de même pour beaucoup. Mais comment l'État peut faire pour gagner son investissement? Ben, pour gagner son investissement, il faut que l'État crée un modèle. Parce que là, nous sommes en train de parler du cas de Boko et Mosaka. Ça a été plus facile parce que ce sont des zones où le réseau national est déjà implanté à quelques kilomètres et donc on tire des bretelles. Mais il y a des zones, comme par exemple dans la Likwala, qui sont très éloignées du réseau national. Ce n'est pas possible de raccorder ces localités au réseau national. Et dans ces localités, il faut créer un modèle, je pense, de production indépendante d'électricité, ce qu'on appelle PIE, et qui est basé sur l'investissement privé. Par exemple, vous avez des localités, je prends un exemple concret, comme Tonri, dans la Likwala. Il y a beaucoup d'activités économiques liées à la forestation, donc tout ce qui est lié au bois. Mais comment est-ce qu'il faut alimenter ces localités? Ben, il faut trouver, c'est même là le rôle des partenariats publics-privés, il faut trouver des privés qui sont capables de venir ériger des petites unités de production d'électricité et bien sûr fournir l'électricité aux ménages, mais alimenter ces produits, ces forestiers. Et à ce moment, ces sociétés peuvent recouvrir et payer également les impôts à l'État. Et ce n'est que comme ça qu'en réalité, on peut avoir une politique véritable d'électrification rurale. Parce que l'État ne va pas tirer des lignes à plus de 300 kilomètres et pour ne pas recouvrir ou pour alimenter les ménages. La construction des lignes haute tension coûte extrêmement cher. Bon, on va rester sur, sur la livraison. Hein. Donc, vous dites que ça coûte extrêmement cher pour l'État congolais. Mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui que nous ayons toutes les localités électrifiées et alimentées? Oui, il est possible, madame, parce que déjà que nous avons de la chance. Notre pays est nanti de cours d'eau. Hydrographiquement, le Congo est béni, on peut le dire comme ça. Donc, ce n'est pas nécessaire de chercher à étendre le réseau interconnecté. Le réseau interconnecté peut se limiter aux grandes villes, aux grands centres urbains. Et pour les localités, je pense que la plupart de nos localités ont des cours d'eau. Aujourd'hui, on parle beaucoup de solaire. C'est vrai, mais le problème avec le solaire, c'est qu'il y a la conservation, les batteries. Les batteries coûtent cher, il faut les remplacer au bout d'un temps. Mais l'hydroélectricité, l'eau, elle est pérenne. Et nos localités ont beaucoup de cours d'eau. On peut aller sur des micro-projets. C'est-à-dire faire de petites, ce que nous on appelle hydroliennes, ce sont des petites turbines qu'on peut ériger dans les localités pour alimenter les ménages. Surtout qu'il n'y a pas de grande consommation là-bas pour l'instant. Donc, il est possible d'alimenter toutes nos localités. Mais qu'est-ce qui freine ce déploiement? Ben, nous pensons que ce qui freine ce déploiement, c'est parce que, à mon sens, l'État veut tout prendre sur soi. Par exemple, Boko et Mosaka, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du social. L'État n'a pas d'argent pour faire le social partout. Il faut développer le partenariat public-privé dans cet axe, dans ces localités. La Likwala n'a pas d'électricité. Toute la Likwala. La Likwala tourne à base de thermique, qui sont des groupes électrogènes en réalité, qui coûtent extrêmement cher parce qu'il faut s'approvisionner en carburant. Mais quand vous voyez la Likwala est bordée par des cours d'eau. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut faire, au lieu de se concentrer sur Brazzaville et Pointe-Noire, de vouloir, c'est vrai qu'il faut amorcer des concessions, mais l'exemple même, le modèle même de partenariat public-privé devrait commencer dans ces localités. Ça veut dire qu'il faut être capable aujourd'hui de trouver des privés qui peuvent venir construire des mini-centrales et qui peuvent même recouvrir, parce que là-bas, il n'y a personne. Quand vous venez, vous construisez une unité de production d'électricité, vous alimentez les usagers, les riverains, et également l'activité économique va se créer, et à ce moment-là, vous retrouvez l'investissement. Comment faire comment doit se faire l'entretien de ces équipements pour garantir une durée de vie? Bon, l'entretien est un problème dans notre culture, parce que nous constatons que nous avons un problème d'entretien. Quand je dis nous avons, c'est-à-dire nous les Congolais. Parce qu'en réalité, quand on construit, la pérennité dépend de la maintenance. Oui. Et généralement, nous intervenons quand il y a un problème. Alors qu'il y a la maintenance préventive. C'est comme le corps.
Vous n'attendez pas d'être malade pour aller à l'hôpital. Donc, il faut qu'il y ait, on a la chance, j'allais dire, que ce soit des bretelles du réseau interconnecté. Donc, la maintenance se fait au même titre que le grand réseau interconnecté, mais il faut les maintenir à un rythme assez fréquent pour éviter de se retrouver dans des situations, par exemple, la ligne Moussaka, elle traverse une vasière. Ça veut dire qu'elle a besoin de beaucoup plus d'attention en matière de maintenance, que ce soit fait de manière constante. Et ce n'est qu'ainsi qu'on pourra préserver ces investissements. Combien de périodicité dans la semaine, le mois ou bien? Bon, la périodicité, en réalité, ça dépend du gestionnaire d'électricité. C'est lui qui définit à quelle période il doit faire la maintenance. Mais par exemple, pour des lignes électriques, il faut qu'à chaque saison sèche, que des vérifications soient faites pour ne pas qu'on arrive à des situations qu'on vit quelquefois à Brazzaville où il faut, de manière inopinée, arrêter la production pour pouvoir faire de la maintenance, parce qu'en réalité, la maintenance, elle est planifiée. Dès le début de l'année, on sait qu'on a une maintenance en saison sèche, parce qu'en saison de pluie, c'est la saison des perturbations, mais en saison sèche, c'est la saison de la calmie, et on peut effectuer des maintenances. Plus de 100 ans, Monsieur Rufai-Kinanga, on va parler de Boko. On mettra beaucoup plus l'accent sur Boko parce que plus de 100 ans dans l'obscurité. Aujourd'hui, ces populations vivent dans une joie extrême avec la venue de l'électricité. Comment aujourd'hui ces populations-là, les jeunes de Boko, on va pas parler des vieillards. Aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur la jeunesse congolaise. Comment ces jeunes peuvent prendre à bras le corps l'électricité aujourd'hui pour faire développer ce secteur? Ou bien ce département? Oui, c'est une joie immense, hein. C'est une joie immense. Et juste, je reviens sur le mot, juste la volonté politique suivre derrière. Par exemple, dans nos milieux ruraux, nous avons que deux activités. C'est l'agriculture et l'artisanat. Parce que c'est deux activités qui dominent dans nos milieux ruraux. C'est vrai que je dis même Dolisie, c'est vrai que Boko c'est une commune rurale, mais c'est un village. Donc en dehors de l'agriculture, bon, il y a un peu de l'artisanat. Donc il faut consolider ces activités. Par exemple, par un microcrédit pour monter, par exemple, des petites unités, comme disait mon cher frère, des petites unités de transformation, des petites unités de conservation. Voilà, donc moi, de microcrédits pour essayer de consolider cette joie. Voilà, donc si vous avez l'électricité, mais vous n'avez aucune activité, mais c'est payant, hein, parce que moi je me souviens, je crois qu'ils payent, si je me trompe pas, je crois que c'est 13 000. Je sais pas si je vais raconter des bêtises. À Missafou, c'est payant chaque la fin du mois. C'est la somme que je ne maîtrise pas, c'est payant chaque la fin du mois. Or chez nous dans Brazzaville, c'est payant chaque 2 mois. Bon, imaginez au village, quand vous avez une facture qui arrive à 10 000 francs CFA, je vous assure que c'est très difficile quand vous n'avez pas d'autres activités, parce que la vie, je répète encore, la vie au milieu rural coûte très cher, parfois 2 fois plus que dans la ville, dans Brazzaville. Un litre d'huile qui coûte à Brazzaville, par exemple, à 900 francs, actuellement c'est 950, mais quand vous arrivez dans nos villages, c'est entre 1500 et 2000 francs CFA. La vie coûte plus cher au village. Donc il faut créer des emplois dans nos villages. Et comment créer des emplois? Donc par des microcrédits, accompagnement, surtout, parce que nous avons un problème dans notre pays. On aime toujours créer d'autres activités nouvelles, mais c'est difficile qu'on puisse consolider les activités qui existent déjà. Nous avons un grand problème dans notre pays. Quand vous arrivez dans Boko, il y a beaucoup des entrepreneurs agricoles dans Boko. Peut-être c'est nous, on est là sur les réseaux sociaux, mais il y a des boss et des boss qui sont dans les activités agricoles dans ce district-là. Quels sont les types de cultures que les agriculteurs produisent? Boko, c'est un centre maraîcher et fruitier. C'est vrai que le terre est fertile, mais bon, dans tout le Congo, nous avons notre sol est plus feraltique, hein, comme on dit toujours feraltique. Mais à Boko, ils ont le sol un peu argileux sableux et qui marche très bien avec les cultures maraîchères, la tomate, le gombo, les choux, et surtout aussi avec les arbres fruitiers. Donc Boko, c'est un centre maraîcher et aussi pour la culture fruitière. Merci, cher monsieur. Nous arrivons presque à la fin de notre échange. J'ai un dernier mot pour nous séparer. Je commence avec vous. Bien,
revenons sur l'électrification de Boko et de Mosaka. Il faut dire que c'est déjà une avancée dans l'électrification de tout notre pays parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 59%, sinon 60% de taux d'électrification. Et ça veut dire que l'électricité se déploie, mais il faut encore faire plus parce qu'il y a des localités qui sont plus éloignées, qui, même sans électricité, il y a déjà suffisamment d'activités. Je vais prendre des localités comme Soanké, Sembe et tout dans la Songa. Il y a déjà beaucoup d'activités sans électricité. Là-bas, il y a des centrales thermiques, donc des groupes qui ne fonctionnent qu'en soirée. Mais les localités, il y a beaucoup d'activités économiques du fait de l'or, ainsi de suite. Également à Diveni, ainsi de suite. Et il faudrait que l'État comprenne qu'il faut que le développement part de l'intérieur. Le développement part de l'intérieur. C'est vrai que dans les grands centres, on a l'impression que le développement doit se faire dans les grands centres, mais la production agricole, c'est à l'intérieur du pays. Et pour donner un coup de pouce à ces gens qui ont déjà un pas, il faut emmener les structures, les besoins de première nécessité, comme l'électricité, qui aujourd'hui est un prérequis au développement. Sans électricité, rien ne peut se faire. Il faut trouver les modèles adéquats de financement des projets d'électrification rurale et d'emmener l'électricité afin de booster le taux d'électrification et même de réduire l'exode rural pour qu'on se sente bien dans tout le Congo et qu'on n'ait pas besoin d'être en ville pour réussir. Merci, Voilà. Monsieur Kinanga. Merci beaucoup. Moi, je vais faire juste le plaidoyer concernant, je reviens encore sur le département du Niari. Pourquoi j'insiste sur le département du Niari? D'abord, Dolizé, c'est quand même notre troisième ville. Vous savez, derrière moi, ils ont juste mis la lumière dans un rond-point à Dolizé, dans la ville de Dolizé. Il fallait voir comment les gens s'est paniqué. Il y a des gens qui ont quitté des kilomètres pour venir juste faire la photo devant un rond-point. Bon, regarde, moi, personnellement, j'ai la chance de beaucoup voyager et quand je vois des choses comme ça me fait très mal. Et dans Dolizé, nous avons des villes comme Moussedio, autrefois des grandes villes comme Makabana, comme Kibangu, comme et comment on appelle ça? Mon frère a dit, je crois que Diveni, hein, Diveni. Mais on n'a pas, toutes ces communes rurales-là n'ont pas de l'électricité. Donc ça fonctionne avec le groupe électrique. Ouais, quand je parle d'électricité, c'est être connecté dans le réseau électrique. Sinon, c'est des groupes électrogènes. Et ces groupes électrogènes, je crois que c'est peut-être à 18 heures et puis pendant 3 heures. Voilà. Donc, mais dans ce département-là, il y a beaucoup des entreprises forestières qui opèrent dans cette zone-là. Donc, avec peut-être dans l'électricité, ils peuvent transformer leur bois sur place et d'autres activités. Mais l'électricité et le réseau électrique est passé dans ce département. Donc, c'est ça. Et puis, je remercie Madame Gabrielle, plus avec toute l'équipe de Téléka. Nous avons toujours des informations. Malheureusement, vous êtes toujours en ville, mais heureusement, vous avez toujours des informations qui viennent de... Nous attendons votre invitation pour venir sur votre lieu de travail. On aura le plaisir également pour découvrir ce que vous faites sur le terrain avec le thé de Nestine, bien sûr. Et viendra à la rencontre de ce que fait M. Kinanga en tant qu'entrepreneur. Merci encore, chère madame. Merci à vous, chers internautes de Téléka Média. On se dit à très bientôt. Merci de partager le contenu, liker, commenter et pourquoi pas proposer nous aussi d'autres thématiques. À très bientôt. Merci.